Voilà. Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Bienvenue pour cette cinquième séance de notre séminaire qui aujourd'hui portera sur les communs traditionnels et l'évolution des pratiques de coopération dans les pays d'Afrique subsaharienne dans les années 30 à 80, ainsi que sur les communs traditionnels avec un angle sur les femmes, qui est un élément effectivement tout à fait intéressant. Un petit mot pour vous dire que ce sujet nous paraît d'autant plus intéressant que suite à la séance que nous avions faite, à l'avant-dernière séance, sur les réflexions que l'on pouvait avoir sur l'ESS dans les anciens pays de la colonisation, avec en situation précoloniale ou en situation coloniale, il y avait éventuellement beaucoup d'angles de réflexion à avoir sur ces domaines-là qui n'avaient pas été beaucoup traités jusqu'à présent et que nous sommes un peu en réflexion pour savoir s'il ne s'agit pas d'un thème que nous pourrions adopter pour notre séminaire de l'année prochaine, mais tout ça est en réflexion. Et donc, s'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont intéressés par le sujet, je veux dire, on est en train de lancer cette réflexion avec Michel et Patricia et d'autres jusqu'à présent. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe sur le sujet. Donc, je ne sais pas qui prend la parole en premier, vous, Cécile ou Jean-François, je ne sais pas. C'est Comment? Jean-François, Voilà. mais c'est moi qui pilote le diaporama si vous voulez bien. D'accord. Donc, je ne vais pas présenter Jean-François Drapry. Je pense qu'il est très largement connu de la plupart de nos interlocuteurs en tant que sociologue ou géographe, fondateur du CEST. Donc, bon, l'ancien rédacteur de la RECMA. Je veux dire, on a, voilà, l'ensemble de ces travaux qui sont très largement diffusés, hein. Donc, je pense que le sujet que vous allez aborder est le mouvement coopératif à partir des expériences coopératives du Sud. Donc, je vais vous laisser la parole. Et puis ensuite, nous écouterons donc Cécile Le Corollaire sur les communs traditionnels et l'économie sociale. Donc, Cécile Le Corollaire est socio-économiste, ce qui est, je dois le dire, et je le souligne quand même, une spécialisation qui pour nous est très importante car nous sommes partis d'une approche historique, mais j'avais dès le départ souhaité que l'on puisse s'ouvrir à des optiques économiques et sociologiques. Donc, nous en avions déjà eu un certain nombre de collaborations au cours de ce séminaire et je me félicite que nous poursuivions dans cette voie. Et donc, vous êtes enseignant-chercheuse à l'Université de Caen. Et donc, on vous donnera la parole après l'intervention de Jean-François Drapry. Donc, le micro est à vous, comme on dit ailleurs. Et donc, Je je vous peux donne, partager mon écran? je vous donne la parole. Je vous donne tout de suite. Je vous mets tout de suite en voilà. Hop. Je crois que vous avez la main. Oui. Bien. Merci Dominique de Mangel pour votre introduction. Vous m'entendez? Très bien. Bon, alors je dois commencer par dire absolument par dire que quand on a proposé ce thème de réflexion, je pensais que début juin, maintenant, je serais plus avancé que je ne le suis euh, dans l'exploration en fait d'un corpus documentaire formidable. Et en fait, voilà, je suis très en retard. Donc, je, je vais prendre ce risque de parler de quelque chose euh, que, les, que les auditeurs que vous êtes connaissez mieux que moi. Pour certains, c'est absolument sûr.
Et voilà, donc c'est vraiment une proposition de recherche que je fais. C'est-à-dire que d'abord, il y a une thématique que j'aimerais bien aborder dans les mois et années qui viennent, c'est d'essayer de comprendre le rôle qu'ont joué et que jouent encore aujourd'hui les règles de Rochdale dans l'essor coopératif des pays de l'hémisphère sud. Voilà. Mais l'objet de cette intervention, c'est peut-être plus précisément d'inviter, donc je me fais l'écho de ce que vous venez de dire, d'inviter les chercheurs, les historiens ou d'autres qui sont intéressés par ce sujet à aller regarder un fonds documentaire exceptionnel que nous avons eu la chance de pouvoir sauver, enfin d'éviter de destruction, et qui est une partie de la bibliothèque d'Henri Desroches, qui était à l'université de Rennes et qui allait partir, qui allait être détruit. Donc c'est environ 1300 mémoires et thèses qui ont été soutenues entre 1970 et 1990 et qui portent pour la très grande partie d'entre elles sur les coopératives de l'hémisphère sud. Voilà. Donc l'accès n'est pas aisé pour l'instant parce que on a récupéré ce fonds avec la complicité d'amis, de coopérateurs rennais. Et puis finalement, on ne savait pas très bien où le loger. Et il est actuellement dans une classe de l'école élémentaire de mon village parce qu'on ne savait pas où le mettre, quoi. Mais on a donné le fonds à la médiathèque de Roanne, qui est donc la ville natale d'Henri Desroches, et qui a accepté de reprendre, mais pas tout de suite parce qu'ils ont eux-mêmes des problèmes de locaux. Mais en fait, il y a moyen quand même de l'examiner, quoi, hein, c'est pas... Voilà, donc je reviens sur la question de Rochdale, parce que voilà, c'est vraiment un état de réflexion, je n'ai pas encore exploré le fond, hein, très peu. En fait, ce qui me semble, c'est que on est on est en train de vivre un changement, je crois, sociétal très important. Et que la crise écologique, la question anthropologique et philosophique de la crise de la modernité, les débats autour de l'anthropocène, du capitalocène, les tensions qu'on observe dans les relations internationales, l'élargissement des BRICS, l'émergence d'un nouveau nom, je ne sais pas s'il aura un avenir de Sud global, sont autant d'événements qui invitent à se demander comment se situent les coopératives, le mouvement coopératif, en tant que mouvement. Donc, ce qu'on voit apparaître, je crois, c'est l'émergence d'un refus de la modernité, ou en tout cas d'une nouvelle période dans la modernité. Donc, c'est la période moderne au sens plutôt anglo-saxon, c'est-à-dire qui inclut l'époque contemporaine des historiens français. Et comme on sait, tous les économistes, libéraux ou hétérodoxes, les leaders politiques de tous bords, celles et ceux qui vivaient avant les années 70 ont cru en la modernité. Et Bastide pouvait écrire en 70 qu'aucun pays ne souhaitait pas se moderniser, progresser, s'industrialiser, s'urbaniser, imiter l'Occident. Et il disait que la modernité se résumait à la fois à l'accroissement des changements, des vitesses de changement, et la généralisation, le caractère universel et positif du progrès. Voilà. Alors à l'époque, pendant ces années, les règles de Rochdale, c'était à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, mais elles s'étaient énoncées un peu différemment. Il y avait quatre principes obligatoires. Je les rappelle pour mémoire, on les connaît tous. L'adhésion libre, ensuite le contrôle démocratique, la ristourne au prorata des opérations effectuées avec la société et l'intérêt limité du capital. C'est quand même différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et trois principes facultatifs, la neutralité politique et religieuse, la vente au comptant et le développement de l'éducation financé par un prélèvement sur les bénéfices. Alors évidemment, comme toutes les institutions, la CI a promu cette modernité, mais voilà, je me suis posé la question, je me disais, est-ce que ces règles de Rochdale, est-ce qu'elles sont toujours, est-ce qu'elles portent toujours un message universel, euh, ou est-ce qu'elles elles s'inscrivent dans une pensée qui n'est plus reconnue comme universelle? Alors évidemment, quand on regarde la façon dont les coopératives ont été transposées au Sud, elles ont été transposées par les régimes coloniaux,
à partir des statuts coopératifs des pays colonisateurs, tels par exemple le statut de 47 en France, et accédant à l'indépendance, les pays ont plus ou moins intégré euh, ces principes en fait. Alors que on sait bien que l'émergence du mouvement coopératif en France ou en Grande-Bretagne n'avait rien à voir avec l'émergence du mouvement coopératif en Afrique. Donc voilà, est-ce que les coopératives ont été le vecteur de domination de la Gesellschaft sur la Gemeinschaft? Est-ce qu'elle a contribué à détruire les solidarités traditionnelles? Elle a-t-elle été un moyen que pouvaient tolérer ou admettre les sociétés colonisées pour utiliser pour décomposer des liens traditionnels et les faire entrer dans une économie monétaire? Voilà. Est-ce que l'accès à la modernité suppose la destruction des communautés traditionnelles, des communs traditionnels? Euh, Est-ce que la modernité, la puissance, est-ce qu'elle suppose l'abandon du sens, ce que suggérait Georges Ballandier dans Sens et puissance? Il disait que la modernité était susceptible de donner la puissance, mais une puissance dénuée de signification. Euh, voilà, est-ce qu'on va vers une prise de conscience que la modernité ne remplace pas l'identité culturelle? Voilà, je pense à Mircea Eliade, au mythe de l'éternel retour, qui dit qu'en fait, une société ne se libère pas de la quête de son origine. Voilà. Et le temps des indépendances, on le sait, fut un temps exceptionnel d'espoir, comme en témoignent les discours des grands leaders, tels Patrice Lumumba le jour de l'indépendance du Congo, ceux d'Amilcar Cabral, de Julius Nyerere, de Mamadou Dia. Et les coopératives étaient censées répondre à ce rêve de changement qui ferait retrouver l'identité tout en simulant la modernité. Mais dans son anthropologie politique, Ballandier montre que les sociétés traditionnelles sont appelées à disparaître sous la pression des États modernes et de la bureaucratie. Et Bastide souligne de son côté que c'est au sein des sociétés modernes que s'observent les contestations les plus radicales dans les années 60-70. Et on peut se demander si aujourd'hui on ne peut pas faire la même observation, telle que le fait d'Escola, par exemple, Philippe d'Escola, avec, en se penchant sur Notre-Dame-des-Landes et réhabilitant en quelque sorte l'anthropologie symbolique de Lévi-Strauss, dont Bastide et Ballandier s'étaient éloignés. Donc voilà, on peut se demander aussi si les luttes des post-modernes, des anti-modernes, ne rejoignent pas celles des sociétés traditionnelles en substituant le bien, social, le bien commun à la communauté traditionnelle. Donc on observe, bon je reprends toujours Bastide, que peut-être sans qu'on le comprenne tout à fait, le progrès matériel n'est pas nécessairement associé au bonheur de l'homme. C'est Bastide encore, qui dit cependant il est plus facile pour les pays pauvres d'emprunter des modèles occidentaux de croissance plutôt que d'inventer ses propres voies de développement. Et de même, il est plus facile pour la contestation de la société industrielle de revenir à des modes archaïques d'existence que d'innover véritablement. Donc la question est toujours actuelle, même si elle se pose en d'autres termes. Le droit coopératif s'est progressivement imposé en Afrique. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires ayant décidé de reprendre à peu près totalement les principes qui se sont imposés au niveau international. François Doliget analyse la transformation de l'intervention étatique avec le New Public Management. Il énonce une liste éloquente des décisions absurdes liées au management appliqué au développement, en observant les conséquences en termes de fragmentation des actions, de mise en concurrence, de mise sous contrôle des acteurs, et avec un résultat qui est contraire à celui qu'il prétend être, c'est-à-dire qu'il dessert le développement, détruit ses ressorts, le contrôle et vole ses atouts. Et il ajoute que, évidemment, ce ne sont pas des décisions absurdes, il y a une logique dans tout cela, et des décisions qui ont un autre but que celui avoué. Voilà, il dit aussi que je cite François Doliger, les succès que revendiquent les acteurs économiques proches du ministère ne peuvent faire écran au questionnement dont il fait désormais l'objet. Voilà, plus que jamais, alors que se confrontent différentes perspectives de recomposition après la pandémie du Covid-19 en Afrique comme en Europe, il est plus que temps de réinterroger les modèles de développement agricole et les règles internationales qui les sous-tendent pour refonder la coopération. Et enfin, évidemment, son thème, on va dire, peut-être de prédilection, quoi. Il souligne la question de l'argent en dénonçant la triple impasse du financement par le marché, par l'économie publique et par la finance verte.
Donc il m'a rappelé aussi ce que disait Guy Bédard avec l'argent chaud et l'argent froid, et il souligne que finalement au cœur de la question, il y a la traçabilité de ce qui est fait de l'épargne. Donc créer des circuits courts, voilà, avec un usage transparent de l'épargne. Voilà. Donc toutes ces difficultés renvoient de façon, je crois, singulière à la question de la participation, qui elle-même pose la question de l'animation coopérative. Et on sait que Roland Collin, Henri Desroches, Albert Meister, Dominique Gentil, Guy Béloncle, Étienne aussi, ont finalement tous posé à la fois aux échelons locaux et nationaux les questions de la coopération, de la participation volontaire et de l'animation. Donc là, si on reprend, je vais refaire essayer de préciser un petit peu ces questions. Voilà. Je continue. Je vous en prie, allez-y, peut-être un petit peu fort. Pardon, j'ai cru qu'il y avait eu un problème. Donc, je rappelle que la promotion des coopératives dans les colonies françaises et anglaises en particulier, elle est ancienne, elle est dès le début du XXe siècle, et les coopératives sont pensées essentiellement par l'État colonial comme un moyen de contrôle et une voie d'intégration progressive de la colonie dans l'économie monétaire. Évidemment, les choses prennent une autre ampleur après la Seconde Guerre mondiale. Les sociétés indigènes de prévoyance, les sociétés africaines de prévoyance, puis les sociétés mutuelles de prévoyance rurale sont implantées, mais tout le monde s'accorde pour dire que ces sociétés n'ont de coopératives que le nom. On a une gestion administrative, et partout, du Dahomey à l'époque à la Mauritanie, on ne parle que des échecs de ces sociétés. Alors l'administration française en particulier décide de former des cadres et organise ce qu'on appellera des pré-coopératives, genre des centres de groupage de produits, autour de produits d'exportation en particulier. Et parallèlement, des organisations internationales interviennent, en particulier évidemment l'Organisation internationale du travail, dont on se souvient que le département des coopératives a été créé dès la naissance de l'OIT par Albert Thomas. Et vraiment, dès le mois d'indépendance, en octobre 1960, des formations sont organisées par l'Organisation internationale du travail. Et j'en ai retrouvé une là en octobre 60, animée par André Hirschfeld, qui était maître de requête au Conseil d'État et expert au BIT, André Fauché, spécialiste des coopératives de consommateurs, voilà, et un professeur de l'Université de Liège, Denis Deguez. Voilà, donc ils affirment la foi dans l'humanisme partagé entre les experts et les Africains, dans le progrès, la modernité et la technique. Donc la question technique est vraiment mise en avant dans toutes dans ces premières formations. Et je crois qu'on peut observer une forme de continuité dans la façon dont sont promues les coopératives, aussi bien par l'OIT et la majorité des experts, parce qu'elles sont liées à l'attachement, en tout cas en France, à la loi française de 1947. Et cette continuité, elle a été observée dans d'autres domaines. J'ai été surpris de lire un ouvrage sur le colonialisme vert, je crois de M. Blanc, qui montre que les puissances occidentales et l'UNESCO, comment ils ont collaboré pour créer les parcs naturels en Afrique, dans la pure continuité des parcs qui avaient été initiés par les colonies. On peut aussi l'observer dans l'action humanitaire, un ouvrage de Jean Bricmont sur l'impérialisme humanitaire qui le montre très bien. Donc, après l'indépendance, les pays vont garder en gros la loi de 47, quitte à la réviser. Donc, on va avoir des révisions plus ou moins importantes selon les pays, mais on va surtout, on va surtout observer des critiques avec une précipitation apportée à introduire le mouvement coopératif, un manque d'organisation et de méthode, l'absence de conseil, de contrôle de la part du gouvernement. Et en même temps, les leaders indépendantistes, comme les experts les plus engagés, affirment que la coopérative doit s'appuyer sur les organisations traditionnelles, dont par exemple l'organisation communautaire de paysans. Ce qui se fera dans certaines, on connaît bien les CISES ou les NAM, il y en a sans doute, je ne les connais pas forcément, mais il y en a sans doute dans de nombreux pays, mais il me semble, mais là je me tourne aussi vers, c'est une question que je pose, quoi. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une très très grande diversité de formes coopératives qui se mettent en place, mais quand même, il me semble qu'on a plutôt un regard un peu désabusé
un peu un constat d'échec général qui ressort. Henri Desroches lui-même fait une synthèse en 1964 des recherches comparées des coopératismes africains en appuyant sur pas mal de rapports réalisés par des États ou par des institutions internationales. Et voilà, il reprend des critiques, il souligne le hiatus qu'il y a entre le vœu que les bénéficiaires soient aux avant-postes en quelque sorte et qu'ils soient respectés dans leur mode relationnel et puis en fait la réalité des coopératives. Mamadou Dia, on sait au Sénégal, va affirmer qu'il faut revenir du droit romain au droit négro-africain, de la conception bourgeoise de la propriété foncière à la conception socialiste, qui est celle de l'Afrique noire traditionnelle. On sait qu'en Tanzanie, Julius Nyerere instaure un ministère de la coopération et du développement communautaire. À Madagascar, on promeut l'institution communautaire traditionnelle. Au Cameroun, l'action coopérative trouve dans les traditions communautaires d'entraide un terrain favorable à son épanouissement. Au Mali, les associations de jeunes non circoncis, les sociétés religieuses d'adultes jouent des rôles importants pour fonder les coopératives à partir des structures communautaires traditionnelles. Évidemment, les NAN au Burkina Faso, j'ai dit, qui reste une expérience remarquable sur laquelle Bernard Lédéa Ouedraogo a fait sa thèse. Mais en même temps, on attend que la logique coopérative soit aussi bien technique, économique, politique. Et les obstacles ne manquent pas. Les règles des communautés traditionnelles ne coïncident pas avec les principes coopératifs, par exemple les hiérarchies, au niveau des hiérarchies traditionnelles contre la démocratie coopérative. La coopérative est présentée généralement comme un instrument de productivité et de rentabilité pour l'agriculture, caractères qui ne sont pas en phase avec l'agriculture traditionnelle. Le rapport à l'État est compliqué. Desroches commente un paradoxe. Il dit dans les mouvements coopératifs classiques, donc comprenant européens, des réseaux d'associations ont fomenté leurs propres appareils, leur appareil de développement. Dans les mouvements coopératifs africains, au contraire, ce sont les appareils, et même les appareils publics, qui sont appelés à fomenter les réseaux, et qui plus est, des réseaux théoriquement susceptibles de prendre de proche en proche leur relève. Voilà. Et après, il y a toute une critique assez radicale, en fait, d'incapacité à faire coïncider le fonctionnement des coopératives et celui du village, qui est la première cellule sociale du pays. Enfin, François Doliger souligne que le fait qu'on ne soit pas dans une économie monétarisée voilà, est un problème fondamental parce que dans la société traditionnelle, l'économie monétarisée a permis l'apport initial pour constituer des coopératives, même dans les milieux ouvriers les plus pauvres du XIXe siècle, alors que ce n'est pas vrai dans l'économie de subsistance, où le paysan, je le cite, produit de quoi se nourrir et un peu d'excédent pour payer les impôts et acheter quelques produits artisanaux ou importés, et il n'y a pas suffisamment d'argent pour pouvoir apporter de sa part nationale les sommes suffisantes pour constituer l'équipement nécessaire à la coopérative. D'autres soulèvent d'autres problèmes. André Dufort, qui était plutôt sur l'éducation populaire, souligne la résistance au changement des paysans. René Dumont met en avant l'importance de la dimension technique, de la qualité du travail. Et puis évidemment, il y a la question de la législation coloniale, calquée sur la loi de 47, qui est reprise parfois à l'identique, comme au Cameroun, parfois modifiée au Rwanda, en Côte d'Ivoire. Et parfois, une partie des coopératives s'y réfère et une autre partie dépend d'une autre législation, c'est vrai au Sénégal. Soit enfin, il y a parfois le pays adopte un nouveau statut général de la coopération, comme à Madagascar. Et puis, je crois qu'il faut ajouter que nombre de leaders politiques qui ont tenté de dépasser les blocages ont été assassinés ou emprisonnés. Et quand les puissances coloniales ou les États-Unis n'y parvenaient pas, ils étaient suffisamment menacés pour se réfugier dans des formes de gouvernement qui étaient de moins en moins démocratiques. Peut-être, je ne sais pas si on peut dire que Sékou Touré est un exemple, mais on voit bien qu'il y a une difficulté dans l'évolution des politiques publiques dans les pays indépendantistes qui ont tenté de contrer de façon plus radicale les intérêts coloniaux. Bon, on le voit évidemment au Sénégal avec Mamadou Dia. Voilà.
Donc derrière, évidemment, ce qui est souvent mis en avant, c'est la nécessité de l'animation coopérative. Et je crois que aussi bien Roland Coulin, Dominique Gentil, Guy Bellon vont s'atteler à développer l'animation coopérative et à lier souvent une animation qui était à l'origine essentiellement technique, qui est nécessaire pour obtenir des résultats, à une animation globale qui vise un terme plus long par une action plus en profondeur. Voilà, donc en fait, pratiquement, je vais presque m'arrêter là, c'est-à-dire que si on confronte ces questions au principe de Rochdale et qu'on parle d'engagement volontaire, on se dit est-ce qu'on doit parler d'engagement volontaire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la notion de personne ou d'individu peut être définie de la même façon en Afrique subsaharienne et en Europe du XIXe siècle? L'idée des parts sociales fait qu'il y a une inégalité on sait qu'il y a des coopératives dans lesquelles seuls les plus riches des agriculteurs prenaient une part, parce que voilà, tout le monde ne pouvait pas prendre la part. Par contre, ils récupéraient la ristourne, y compris de ceux qui n'étaient pas coopérateurs. Je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin, c'est des choses qui ont été observées. Est-ce que les prises de décision doivent être faites à la majorité, alors que très souvent, on a la nécessité de prendre des décisions à l'unanimité? Quid de la ristourne? Qu'est-ce que ça signifie? Parfois, on a observé que les coopératives engageaient un accroissement des inégalités. Peut-on parler de l'intérêt limité du capital? Peut-on parler de la neutralité religieuse? Oui. Voilà, donc ce sont ces questions-là qui me semblent intéressantes de soulever. Et peut-être que si je reviens à mon propos de départ avec la critique de la modernité, critique à mon avis nécessaire du fait de la période de l'Anthropocène dans laquelle on se situe maintenant, je me demande de façon plus profonde encore si on ne devrait pas discuter sur ces principes de Rochdale et discuter de façon plus fondamentale. Voilà, je vous prie de m'excuser encore du peu de documentation que contient mon intervention, mais voilà, le travail est à produire, il n'est pas encore produit, quoi. C'est juste des questions. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais prendre le relais et peut-être apporter des éléments un peu plus de terrain, un peu plus concrets. Moi, pour ma part, donc, j'ai travaillé sur le même fond, c'est-à-dire donc les 1300 thèses et mémoires qui étaient dans la bibliothèque personnelle d'Henri Desroches. Et donc, quand il a fallu trouver un angle d'attaque, on va dire, pour l'analyse, en fait, on a fait le tri par pays de ces 1300 thèses et mémoires. Puis, à un moment, je suis tombée sur un mémoire réalisé par une femme sur des femmes. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, voilà, j'ai pris ce fil, j'ai commencé à tirer ce fil. Au final, sur les 1300, en fait, j'ai fait une trentaine de travaux réalisés par des femmes sur des femmes. Et remarquez, je n'ai pas dit seulement une trentaine, mais quand même. Et parmi cette trentaine, en fait, je me suis focalisée pour le travail que je vous présente aujourd'hui sur la moitié, donc c'est-à-dire une quinzaine qui traite donc des pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, certains de ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'École pratique des hautes études à Paris. Ou alors dans des diplômes sur les pratiques sociales, donc suivis dans des universités partenaires des collèges coopératifs. Et puis, quelques-unes des femmes qui ont réalisé ces mémoires et thèses ont participé aux sessions quadriennales donc, de l'Université coopérative internationale. D'autres travaillaient dans
les services de la coopération française pour ce qui est des anciennes colonies françaises. Alors, en guise d'introduction, j'avais très envie de citer quelques noms qui sont donc moins connus que les noms masculins. Donc déjà là sur la carte, vous voyez les pays sur lesquels ont été réalisés ces travaux. Et puis je vais citer seulement quelques femmes. Je vais commencer par Julienne donc Gamboué-Napon qui, comme vous pouvez le voir, donc a suivi les enseignements d'Henri Desroches au collège coopératif de Paris tout en étant inscrite à l'université François Rabelais de Tours. Elle y a fait donc son mémoire dans le cadre d'un diplôme universitaire d'études de la pratique sociale. Et donc son mémoire s'intitule Promotion économique de la femme au Burkina Faso, le cas des groupements féminins en pays Gurunzi. Donc son travail a été réalisé en 1994. Alors, pour toujours citer quelques autres femmes, dans un numéro des ASCOD, donc les archives de sciences sociales de la coopération et du développement, dans le numéro 79, en 1987, Henri Desroches consacre un numéro spécial aux économies sociales, donc au féminin. Et donc, parmi les travaux qui sont évoqués et commentés par Henri Desroches, en fait, j'ai retrouvé dans le fond 5 thèses et mémoires. Donc, le travail donc, de Madeleine Terre, qui a travaillé et vécu pendant 20 ans donc, en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. Elle s'est intéressée plus particulièrement à l'éducation et dans son travail, elle met en perspective les modes d'éducation traditionnels avec donc les modes d'éducation modernes apportés par les services de la coopération française, parfois par des religieuses venant de pays occidentaux qui, avec beaucoup de bienveillance et de d'esprit positif par rapport à la modernité, venaient pour aider en fait les jeunes femmes africaines à s'instruire et à s'éduquer. Je vais citer aussi donc Odile Révérend, qui, elle, étudie au Sénégal donc, les associations féminines, des associations qui se constituent par classe d'âge, donc des associations de jeunes femmes, de femmes adultes et de vieilles femmes, des associations qui jouent un rôle très important dans les travaux agricoles, mais aussi dans l'animation festive et religieuse des villages. Et puis, 3 autres femmes, Agnès Lambert, Marie-Hortense Cacou et Dominique Teinturier, qui, elles, se sont intéressées aux associations et coopérations de femmes dans le secteur du commerce. Et donc, Agnès Lambert pour le Sénégal et Cap-Vert, du Cap-Vert, Marie-Hortense Cacou pour la Côte d'Ivoire et Dominique Teinturier pour la Centrafrique. Alors, une autre femme que je suis obligée de citer, parce que en fait, tous ces travaux, tous les travaux que j'ai pu consulter la citent, c'est Denise Palm, donc qui a travaillé sur l'Afrique et les femmes. Alors, elle dit souvent, Denise Palm, dans ses travaux, elle dit souvent la femme africaine. Et c'est pas, bon, il n'y a pas une femme africaine, il y a une diversité. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur la question des civilisations, du rôle des femmes dans les traditions. Et elle a publié notamment dans une revue là, que vous voyez au milieu qui s'appelle Présence africaine et de nombreuses autres revues africanistes.
Alors, en introduction du numéro des ASCODE, précédemment cité, Henri Desroches indique que si les femmes avaient à édifier les économies sociales, mais il dit, gageons qu'elles en accentueraient le versant social. Et il poursuit en disant que ce versant social, tel qu'il est enseigné et pratiqué au Nord, s'en trouverait modifié par rapport à si on prenait en compte ce qui se faisait autour des femmes au Sud. Et donc, je vais reprendre ce versant social en décrivant trois champs d'associations et de coopération féminine. Dans l'éducation tout d'abord, dans les travaux agricoles et ensuite dans le commerce. Et je vais en fait essayer de montrer en quoi quels étaient les espaces d'association et de coopération traditionnels et en quoi ces espaces ont été modifiés ou avec l'apport de la modernité, la volonté de moderniser, de développer surtout ces pays d'Afrique subsaharienne. Alors, je vais commencer par l'éducation et en fait, je vais vous montrer que j'arrive à un constat qui est qu'on peut parler d'une rupture donc, dans les espaces d'association et de coopération des femmes en matière d'éducation. Si je reprends ce que disent les femmes sur lesquelles j'ai travaillé concernant donc, les espaces d'association et de coopération au niveau traditionnel, on voit que ces espaces ils sont organisés par classe d'âge, c'est-à-dire que les femmes adultes ont un rôle à jouer dans les systèmes éducatifs, que les jeunes femmes, elles aussi, ont un rôle bien particulier à jouer, de même que les femmes âgées. En fait, d'un point de vue pratique, l'enseignement, enfin l'éducation, on ne peut pas parler d'enseignement, mais l'éducation porte non seulement sur les pratiques dans le cadre domestique, donc sur l'apprentissage de tâches comme la préparation de la nourriture, la préparation de certains outils artisanaux nécessaires. Et donc aussi la manière de s'occuper des enfants et de prodiguer des soins aux populations. Mais donc par exemple, les jeunes filles sont très vite actives dans ces différents types de travaux, la préparation des repas. Très vite, les jeunes filles s'occupent des plus jeunes enfants. Et très vite, en fait, elles acquièrent des formes de responsabilité qu'on leur donne et qu'elles assument véritablement. Sur la pratique la préparation des repas, et qui suppose, pour préparer les repas, qui suppose aussi d'avoir des pratiques agricoles, puisqu'il faut aussi cultiver un certain nombre de plantes ou utiliser les ressources locales pour préparer les repas. Les garçons sont eux aussi éduqués, notamment dans les périodes où les femmes adultes vont travailler avec les hommes dans les champs, enfin aux cultures. En fait, sont les filles et les garçons qui préparent les repas pour les plus jeunes enfants. Mais ces associations et ces coopérations entre femmes, l'éducation porte aussi sur les valeurs morales, les valeurs éthiques, on dirait peut-être plus aujourd'hui. Et cette éducation, elle passe à la fois par les contes et par les rites initiatiques. Donc il y a un lien entre la religion. Traditionnellement, il y a un lien entre la religion, entre la transmission en fait de contes et de légendes, on va dire, du passé,
il y a une transmission qui est surtout faite par les vieilles femmes au niveau des valeurs morales. Alors, on peut faire une remarque sur cette question. En fait, c'est Madeleine Père hein, qui analyse le fait qu'il y a deux regards qui se posent concernant les rites initiatiques et l'éducation et les contes concernant donc l'éducation aux valeurs. Il y a un regard qu'elle appelle du dedans, de l'intérieur, c'est-à-dire il y a ce qu'en pensent les hommes et les femmes d'Afrique, et puis il y a un regard extérieur. Alors, je vais commencer par le regard extérieur. En fait, le regard extérieur, en fait, je vais citer comme Jean-François Roger Bastide, il dit que l'anthropologie appliquée, en fait, va insister donc sur l'importance des facteurs culturels et des mentalités, c'est-à-dire l'importance des valeurs. Il faut d'abord changer pour que changent ensuite les structures sociales. Donc en fait, il y a derrière l'idée de la modernité, il y a l'idée qu'il faut changer les mentalités, les valeurs. Donc il faut éduquer différemment pour modifier les structures sociales et euh, modifier aussi, du coup, de fait, les, les comportements et les productions au niveau économique. Par contre, en sociologie du développement, il va mettre l'accent sur les changements économiques qui vont entraîner les changements de la structure sociale. Donc, en fait, l'idée en sociologie économique, en sociologie du développement, c'est de partir en fait des structures sociales pour modifier les mentalités. Dans les deux cas, l'idée, c'est de changer les structures sociales. Et il y a une autre référence, hein, il y a d'autres références qui vont dans ce sens-là, qu'il faut changer les structures sociales par les mentalités, les valeurs, pour aller vers plus de développement économique. Il y a des auteurs des années 30, 40 et 50 qui sont cités dans les mémoires et qui, eux, nient le lien qu'il peut y avoir entre les mentalités, les valeurs et les comportements et les structures sociales. De l'intérieur, donc là, il y a dans la thèse de Madeleine Père Joseph Cambou, donc, qui lui aussi a fait son mémoire dans le cadre de l'école pratique des hautes études. Et donc, lui, il reprend en fait toutes les valeurs et il détaille les valeurs qui sont transmises par les rites initiatiques et par les contes. Et lui, il défend l'idée, bien au contraire, qu'il y a un lien entre les structures sociales, les liens de solidarité et ces valeurs. Il analyse, chacun de il détaille hein, ces différentes valeurs. On y retrouve notamment la solidarité, la recherche de l'unité et de la cohésion du groupe, le respect des autres. Et en fait, ce qu'il précise, c'est que ces modes d'instruction et d'éducation traditionnels, ils consistent à instruire les candidats sur les candidats au rite initiatique, donc les instruire sur les orientations prises par la société entière, du point de vue de ses rapports sociaux d'une part, et de ses attitudes par rapport à l'univers où elle vit d'autre part. Le but est la recherche d'une cohésion. Donc, il affirme hein, les liens entre valeurs morales et finalement la capacité à faire société, à coopérer. Alors, les changements vont intervenir dans les années 70, notamment sous la houlette de l'UNESCO, qui va mener un programme hein, d'accès des femmes et des jeunes filles à l'éducation. Donc un programme auquel participent 8 pays d'Afrique.
Et pour la haute volta, dans le cas étudié par Madeleine Père, hein, un accord est signé en 1967. Il y a un autre programme, hein, qui est mené par l'UNICEF et qui démarre en 1972 avec la conférence ministérielle interétat de Lomé au Togo, dont le thème, hein, cette grande conférence le thème de cette conférence est enfance, femmes et plans de développement. Et il y a au moins ces deux programmes. À partir de là, en fait, des programmes vont être déclinés, pris en charge au niveau national, et puis ensuite déclinés à des niveaux locaux. Donc, des centres de formation vont se constituer pour former des animatrices, ce qu'ils appellent des animatrices. Et ces animatrices, elles ont en fait, elles sont formées pour ensuite retourner dans leur village. On regarde, il y a à de nombreuses reprises, hein, on évoquait les programmes de ces formations. Alors, je vous en ai extrait un donc qui détaille la formation donc, de ces animatrices à Gawa, donc dans le pays Lobi, au Burkina Faso, enfin en Haute-Volta. Donc on commence par réunir sous les hangars du marché les filles d'environ 12 à 14 ans, toutes analphabètes puisque ce village n'a pas d'école. Quelques jeunes filles parmi celles qui fréquentent les cours du centre social de Gawaville se relaient pour leur donner chaque jour quelques notions d'enseignement ménager, de forme pratique et très simple, telles que par exemple, donc, il y a cuisine, couture et tricot. Donc, au niveau cuisine, les animatrices apprennent à fabriquer la bouillie de mil enrichie, les œufs frits. En couture, les points de base, coupe et confection d'un petit slip et d'une brassière. Et en tricot, les points de base et tricot d'un bonnet de bébé. Alors, il y a un commentaire, une analyse qui est faite, et notamment Madeleine Père, elle repère que ben, ce programme d'éducation n'est pas forcément adapté pour diverses raisons, mais des raisons très, très pratiques, hein, notamment le fait que les femmes dans cette région ne mangent pas d'œufs. Donc là, on leur apprend à fabriquer des œufs frits, mais elles ne mangent pas, les femmes n'en mangent pas. Et puis sur le tricot d'un bonnet de bébé n'apparaît pas non plus très, très pertinent. Euh, ces animatrices, elles vont être formées puis retourner en fait dans leur village. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elles précisent bien, les femmes qui ont réalisé des mémoires, des thèses, elles précisent bien que ces animatrices, elles participent à la formation sans contrepartie monétaire. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de rémunération. En fait, la rémunération, elle apparaît après quand il s'agit de former des monitrices. Euh, L'idée, c'était de ne pas instaurer un échange marchand autour de l'éducation. On sent bien qu'il y a ça par derrière. Et ensuite, il va s'agir de former des monitrices. Et les monitrices, elles vont avoir pour rôle d'aller former elles-mêmes d'autres animatrices. Et ces monitrices, en fait, elles vont avoir une contrepartie en nature, puisqu'on va leur fournir en fait des mobylettes pour qu'elles puissent sillonner le pays euh, de manière plus efficace. C'est pas anodin, puisque déjà ça instaure une relation particulière, puisque en fait, il peut y avoir des monitrices qui sont intéressées pour participer au programme, mais elles peuvent être intéressées pour avoir la mobilité. Et puis, c'est pas anodin non plus, parce qu'en fait, ça va vraiment modifier, ça va instaurer une forme de mobilité qui va en fait venir en rupture avec les espaces traditionnels de coopération et d'association, puisque en fait, ces monitrices elles vont avoir à se déplacer
en fait, sur des espaces géographiques qui correspondent en fait au territoire administratif mis en place par les autorités coloniales précédemment. Donc il y a une rupture à la fois au niveau géographique, à la fois dans ce qui est enseigné, et puis il y a une rupture aussi dans les classes d'âge des femmes qui intervenaient, c'est-à-dire que les jeunes femmes ne sont plus éduquées par les femmes adultes, les vieilles femmes ne transmettent plus les valeurs, il y a plus, voilà. Donc ça, il me semblait qu'on pouvait parler de rupture dans ces espaces d'association et de coopération des femmes en matière d'éducation. Alors, pour ce qui est de la coopération entre les femmes et les hommes en matière de travaux agricoles, je vais plutôt parler d'évolution. Alors, traditionnellement, pour les travaux agricoles, euh, on constate hein, qu'il y a des communs en fait, qui se répartissent très bien entre hommes et femmes, en tout cas très bien. C'est très institué en fait. Il y a une répartition à la fois de biens communs, qu'on appelle pas, le mot bien commun, il n'est pas utilisé dans les travaux. Le terme qui est utilisé, ce sont des biens sociaux. Donc, il y a une répartition donc, des biens sociaux, des biens communs, euh, euh, qui concerne en fait les ressources naturelles, c'est-à-dire la terre, et aussi qui concerne les troupeaux, qui concerne aussi l'argent. La répartition, elle ne se fait pas toujours de la même manière. Euh, ce qui revient souvent, c'est qu'il n'y a pas de propriété sur les champs qui sont cultivés, il n'y a pas de propriété. Les champs ne peuvent pas être revendus, ils n'appartiennent à personne, ils appartiennent en fait à la collectivité. Ce qui est réparti, c'est un droit d'usage. Donc il y a des parcelles qui sont cultivées pour nourrir en fait l'espace de coopération, c'est la famille élargie, c'est-à-dire les, les enfants, mais aussi les frères et les sœurs, et les maris enfin, les maris et femmes des frères et sœurs, et les neveux et nièces. Donc ça, c'est la famille élargie. Donc les champs cultivés sont répartis, le droit d'usage des champs cultivés se répartit au sein de la famille élargie, pas toujours selon les mêmes règles, hein, il y a des règles particulières à chaque fois. Ce qui revient aussi quand même assez fréquemment, c'est que les femmes peuvent avoir une parcelle, un droit d'usage sur une parcelle qui leur est propre. Euh, et ça, c'est très bien institué, ça semble bien, bien accepté. Euh, Cette répartition, elle s'appuie aussi sur les valeurs, la manière dont, dans les rites initiatiques et dans la manière dont, dans les contes, les valeurs sont transmises, puisque, par exemple, quand je disais que les femmes ne mangeaient pas d'œufs, et on voit le lien entre des fétiches ou des divinités qui dirige un petit peu les manières de faire. Euh, voilà. On constate aussi qu'il y a une répartition entre les hommes et les femmes qui est très bien instituée au niveau du système d'héritage, qui n'est pas forcément défavorable aux femmes, hein, puisque, par exemple, dans les sociétés où on parle de matrilignage, en fait, ce qui est respecté, ce n'est pas la relation père-fils, c'est les relations qui sont liées à la mère, c'est-à-dire que quand un homme meurt, ce n'est pas son fils qui hérite, mais c'est son frère, en fait. Enfin voilà, donc il y a un système d'héritage et de transmission des biens communs
des biens sociaux en fonction où les femmes tiennent une place importante. Alors, ce qui va changer, alors les programmes de développement, ce qui va changer avec les programmes de développement, il y a plein de choses hein, qui vont changer. Et ces programmes de développement, je n'ai pas un ou deux en particulier à vous citer, ils sont très nombreux. Alors, ces programmes de développement, ils vont déjà changer, ils vont faire évoluer la manière dont ben, les, les croyances, la religion et les valeurs morales vont régir en fait les activités agricoles, notamment puisqu'il va y avoir un grand nombre de programmes de formation à l'agriculture qui vont être mis en place. Alors là, alors, attendez, là encore, j'en ai retrouvé un programme donc dans le mémoire de Madeleine Père. Alors, vous voyez que dans ce programme, qui est un programme complet d'alphabétisation fonctionnelle, il y a en première année l'eau, le foyer, en deuxième année élevage, agriculture, et en troisième année donc initiation concrète à la vie économique. On voit en fait que l'agriculture et l'élevage, en fait, les activités économiques dans l'agriculture et l'élevage ben, se trouvent en fait entre ben, le foyer et la vie économique. Vous voyez, donc en fait, c'est l'éducation à l'agriculture et à l'élevage va servir en fait de transition, on va dire, d'une économie domestique à une économie plus industrielle et plus internationalisée. Ces programmes d'éducation en fait et les programmes de développement, ils visent en fait à développer les cultures industrielles, donc parfois au détriment des cultures vivrières, et puis les cultures dont la production va pouvoir être exportée. Ça, c'est l'idée du développement au sens d'intégration des pays en développement dans le système de commerce international. Donc, il y a certains des programmes qui vont être conduits dans le cadre des accords du GATT, la future OMC, Organisation mondiale du commerce, et puis des programmes qui vont être menés aussi dans le cadre de la FAO, la Food Administration Organization, excusez-moi pour mon accent, et puis avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc en fait, ces programmes, ils vont en fait conduire à une monétarisation donc de l'économie et en fait à une distance, voire une séparation entre les groupements de femmes et les groupements d'hommes. En fait, un certain nombre, enfin là, beaucoup d'hommes vont se retrouver à travailler de manière plus ou moins forcée dans les, les exploitations agricoles modernes. Et donc, les femmes vont devoir reprendre les cultures vivrières. Et puis, les femmes, en fait, dans le cadre de cette modernisation, vont avoir de plus en plus à trouver de l'argent. En fait, il va falloir de plus en plus acheter la nourriture. Et donc, c'est ce que remarque hein, notamment Françoise Beaulier, que je n'ai pas cité, mais qui a travaillé sur les groupements de femmes et groupements d'hommes donc, dans l'agriculture. Et elle étudie donc les motivations des femmes dans les groupements en fait, de production agricole. Alors, ces motivations, elles sont de plus en plus sur le fait d'avoir à trouver des revenus. Et puis surtout, ces motivations, elles portent sur le fait que il y a beaucoup de critiques des femmes par rapport aux hommes. Le fait que
Quand quand le groupement réunit des femmes et des hommes, ben, les hommes parlent, mais ils ne font pas. Il y a des expressions, toutes elles reprennent beaucoup des témoignages de femmes de l'époque. Euh, il y a des expressions comme ben, les hommes, leur bouche devance leurs bras. Euh, donc, en fait, dans beaucoup de groupements villageois sur les activités agricoles, les femmes décident de bah, se séparer et de faire des groupements exclusivement de femmes, euh, avec une diversification aussi de leurs activités. Euh, Donc là, voilà, on a une évolution qui, en fait, ben, modifie l'espace donc de coopération homme-femme, modifie la structure de ce qu'on appelle la famille élargie. Alors là, j'ai trouvé un extrait d'un rapport qui a été publié par l'IRAM et qui a été écrit et réalisé par Annette Corrèze et Marie-Jo Doucet, qui étudie donc les rapports entre les hommes et les femmes et les interventions de développement et qui étudie donc au Niger un cas d'une expérience d'animation féminine. Et voici ce qu'elle constate, c'est que la famille élargie ou restreinte est en crise, comme elle l'est dans les sociétés occidentales. Les rapports marchands ne l'ont pas épargné. La cohésion faite d'intérêts contradictoires et complémentaires jouant dans un équilibre relatif. Alors, la cohésion des lignages a fait place à un affrontement d'intérêts à la fois des groupes et des individus. Donc, les groupes fonctionnaires notables, commerçants paysans, hommes, femmes, aînés, cadets, dont la possession de l'argent est devenue moyen et fin. Alors, je vais maintenant dire quelques mots sur le, le commerce. Et dans ce secteur du commerce, ce que je perçois, c'est que c'est un possible maintien, voire un renforcement des solidarités féminines dans le commerce. Alors, les femmes ont toujours eu une activité commerciale. Euh, euh, que ce soit pour vendre le surplus agricole. Là, je fais un petit point sur les espaces d'association et coopération en matière de commerce, donc au niveau traditionnel. Donc, les femmes ont toujours eu une activité commerciale. Je suis allée chercher, pour illustrer ça, je suis allée chercher sur le site de l'INA des images de marchés africains et j'ai trouvé donc des images amateurs de marchés africains, donc 1950 et 1990 et finalement on voit assez peu d'évolution dans les images qu'on peut avoir. Vous voyez les grosses jarres ici, en fait c'est la bière de Mille. Donc voilà, les femmes vendent encore aujourd'hui et ont toujours vendu de la bière de Mille sur les marchés. Elles vendent aussi donc des petits produits artisanaux et des produits d'agriculture. Alors, sur les marchés, l'entraide et la solidarité entre les femmes semblent de manière traditionnelle assez forte. Je propose de regarder cet extrait de La femme africaine au travail de Denise Paume, donc en 1952. Elle écrit: Les femmes commerçantes sont groupées en organisations où le sentiment de solidarité s'affirme très vif. À la mort d'une des participantes, toutes ses collègues s'absentent les 8 jours que durent les funérailles. Une femme ne paraisse pas sur le marché, on enverra un enfant s'informer. Si la femme est malade, toutes ses collègues iront la voir, lui porteront des cadeaux, l'entretiendront durant le temps où elle pourra travailler. Les prix sont fixés par ces sociétés et chaque membre les observe. On raconte souvent comment les marchandes se protègent contre un mauvais client qui refuserait de payer le prix fixé en lui administrant une solide raclée. Toutes les fermes y participent. Que les autorités fassent ensuite une enquête, personne ne sait rien, n'a rien vu. J'aurais pu éviter ce dernier passage, mais je le trouvais intéressant quand même.
Donc voilà. Dans le cadre de... Donc, il y a des groupements, et puis au niveau économique, vous voyez là, les prix sont fixés entre les femmes. Donc, il y a un vrai fonctionnement coopératif, hein, c'est pas une coopérative de commerçants, mais il y a de la solidarité quand une femme est malade, on- on lui porte, on entretient, en fait, on l'entretient pendant le temps qu'elle ne peut pas travailler. Donc, on a vraiment une forme de coopération presque que je reconnais, qui n'est pas particulière, qui pourrait être presque occidentale. Alors, avec les programmes de développement, les activités commerciales, elles vont se renforcer, puisque il va falloir que, si je reprends, augmenter les salaires trop faibles des hommes. Je reprends donc les travaux de Madame Bollier, qui a étudié qui a mené des entretiens avec différentes femmes commerçantes. Donc, il faut augmenter le salaire du mari qui est trop faible, il faut entretenir le foyer et aider son père, aider son oncle, entretenir sa fille et sa famille maternelle, entretenir son foyer. Et puis, il y a aussi d'autres motivations qui apparaissent, comme acheter un restaurant, acheter une buvette, acheter un terrain et construire une maison. Donc, en fait, on a d'autres motivations plus monétaires qui apparaissent, et dans une logique d'investissement et de développement de l'activité commerciale. Et donc, on voit aussi un renforcement des systèmes de financement mutualisés des activités féminines, donc les femmes qui se regroupent de plus en plus pour rassembler de l'argent pour pouvoir financer de nouvelles activités réalisées par les femmes. Donc voilà. En conclusion, je voudrais juste dire deux mots sur le fait que, d'abord, sur le fait que l'approche par les communs, communs qui désignent donc des ressources partagées, mais aussi les règles de ce partage, y compris le partage du travail, et y compris les règles de ce qui doit être fait ensemble, collectivement. En fait, cette approche m'est apparue assez pertinente, d'autant plus que voilà, on peut facilement identifier des communs traditionnels. Reste à voir comment l'idée de commun moderne s'incarne. Et puis, le deuxième point de conclusion que je voudrais souligner, c'est que l'approche féminine, moi, elle me paraît intéressante, puisque, en fait, elle peut vraiment participer à la construction d'une histoire sociale de l'ESS, dans le sens où cette approche féminine, comme on vient de le voir, hein, elle porte sur l'association et la coopération dans l'éducation, l'association et la coopération dans la sphère familiale, dans l'approche domestique, donc des champs du social qui sont des piliers, hein. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Je peux plus remettre mon micro. Alors, attendez. Je pense qu'il faut que je reprenne. Voilà. J'ai récupéré mon statut et mon micro, je pense, que je n'arrivais pas à redéclencher. Donc, merci beaucoup pour ces deux interventions. Je pense que vous allez avoir des questions. J'ai moi-même peut-être plusieurs questions un petit peu différentes. D'abord, j'ai une question un peu de curiosité personnelle.
Est-ce que vous pensez continuer à explorer ces documents? Est-ce qu'il y a un programme qui est envisagé là-dessus et comment vous voyez les choses? Alors, moi, le programme n'est pas construit, mais ben, mais Ah voilà, c'est oui, sûr, je vais bah oui, poursuivre. oui, oui. Le- Moi, si vous voulez, s'il fallait rêver, en fait, moi, je rêverais de pouvoir reprendre contact. Alors, avec certaines de ces femmes, là, c'est vraiment, c'est pas du rêve, mais peut-être reprendre contact avec ben, des associations et des coopératives féminines dans les régions qui ont été plus particulièrement étudiées par les femmes sur lesquelles je me suis penchée, ben, voilà, pour échanger, pour discuter. Ça m'intéresserait bien. Et puis, de toute façon, rien que sur le fond, moi, j'ai pas fini du tout Hmm. d'explorer les choses. Oui, oui, alors pour compléter ce que vient de dire Cécile, oui, oui, on n'a pas de programme parce qu'en fait, simplement, tout s'est fait un peu de façon précipitée, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord sauver le fond. Hum, L'héberger, il a déjà déménagé 3 fois, c'est-à-dire il a allé de l'université à une librairie qui se trouvait dans une commune à 50 km de Rennes, où il a passé 2 ans, ensuite dans une coopérative d'activité et d'emploi, et enfin, là, ça fait 2 ans à peu près qu'il est dans cette école. Et puis mais tout était en carton, quoi, hein. Et ensuite, avec Cécile, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est on a passé une semaine Hum, ensemble à trier, numéroter, voilà, mais c'est tout, c'est pas répertorié. Le reste de la bibliothèque d'Henri Desroches ouais. est organisé. Bon, voilà, ça y est, vous le savez, hein, et c'est maintenant à Roanne. Ces thèses et mémoires font partie de l'accord qu'on a passé avec la médiathèque de Roanne, mais pour l'instant, ils sont là. Bon, évidemment, on a envie de faire on va faire quelque chose, on va travailler ensemble avec Cécile, on a on a des axes différents, mais qui peuvent être tout à fait complémentaires et se nourrir l'un l'autre, mais on est quand même face à 1300 documents, quoi, c'est quand même énorme. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que voilà, c'est de peut-être s'organiser un peu plus, d'être un peu plus nombreux, d'être accompagné. Enfin voilà, voilà, je trouve que c'est une chance quoi d'avoir ce fonds. Je me hum. trompe peut-être, hein, mais ces tests sont pas faciles d'accès, je pense par ailleurs. Mhm. Ma deuxième question, avant de revenir peut-être sur des éléments plus technique, portait sur la géographie. Donc, vous nous avez montré une carte, Cécile, de l'ensemble des pays qui apparaissaient concernés. Est-ce que ça vous paraît être la même géographie pour, euh, pour l'ensemble du fond? Parce que vous avez fait allusion tout à l'heure à la Tanzanie, à Madagascar, Mm. etc. Donc, on est quand même sur une géographie qui est beaucoup plus importante, ce qui peut avoir quand même des implications en termes d'études, parce que on est aussi sur des héritages Mm. ethnographiques, sociologiques, qui sont très différents en fonction des pays, en fonction de la géographie, en fonction de l'agriculture locale, etc., etc. Donc, est-ce que Oui, vous c'est avez des clair. idées beaucoup plus précises là-dessus ou pas? Moi, je peux commencer, puis on va alterner nos réponses, hein. Non, non, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. On a évidemment tous les pays du Maghreb. On a l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, les pays d'Amérique latine, l'Amérique centrale, aussi l'Europe un peu, hein. Il y a aussi des thèses et des mémoires sur l'Europe, un peu le Québec. Enfin voilà, donc je ne sais pas si tu as fait la liste, Cécile, des pays, mais enfin, Non, non, pas encore. C'est alors, vrai que ça on n'a serait pas, quelque chose à on faire. a vraiment, on a pris une semaine rien que pour les classer, hein. Mais par exemple, il y a des très grandes différences de représentativité des pays, quoi. Par exemple, le C'est ça. Sénégal, on en a peut-être Hum. 50, hein, je dis n'importe quoi, mais c'est de cet ordre-là, quoi. Le Maroc, on a énormément, quoi. L'Iran ou l'Afghanistan, on en a quelques-uns, quoi. Mais on a quand même un panorama incroyable. Hum.
Et ouais, pour compléter, en fait, je ne sais pas si l'approche nationale est toujours pertinente Mm. pour parler des associations et des coopératives, parce que même si j'ai pas vu vraiment l'ethnie comme un espace d'association et de coopération. Mais les structures, la famille élargie, euh, elle est par exemple sur des régions. Bah, Bah oui. par exemple, il y a le pays lobby qui est à cheval entre plusieurs pays. Donc, d'un point de vue géographique, c'est plus une approche régionale ou locale qui. Mm. Enfin, on va pouvoir dire des choses sur les associations de coopération avec une approche régionale et locale, et on dira d'autres choses, je pense, par une approche nationale qui sera plus politique, ce sera différent, hein, je Mm. pense. Et on en a quelques-uns qui sont internationaux aussi, qui ont des objets Mm. transversaux. Ok. Je cède la parole à Michel? Non? Oui, une question peut-être. Euh, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très Oui. bien. Oui, une question. Tout ça est effectivement très intéressant. Est-ce que vous avez pu voir quelle période chronologique couvre tous ces documents? Parce que bon, l'arrivée est limite, on voit à peu près, mais remonte jusqu'à quand? Aussi bien au niveau des documents d'archives que des thèses, des rapports étudiés, etc., etc. Bah, je pense que quand même l'essentiel des travaux concerne la période des accessions aux indépendances. La Mm. Mais, période, d'accord. voilà. Mais on a, Ouais. tu vois, Michel, on a souvent quand même compris dans ces travaux-là une introduction ou une mise en Mm. perspective Oui. historique qui inclut le début du XXe siècle. On va dire, voilà, si ma mémoire est bonne, on doit avoir des coopératives, je ne sais plus, c'est les colonies, Oui. toi, 1910, 1915, toi, on commence à voir naître des coopératives, autant que je me souvienne. Et aussi bien, par contre, on a aussi bien sur l'Afrique ex-anglophone, en fait, Bien et sûr, bien sûr. francophone, quoi, tu vois. Mais voilà, je crois quand même. Et après, bon, pareil, par exemple, on en a sur Israël aussi. Bon, sur Israël, on inclut la fin même du Hmm. 19e, à la limite, pour les tout premiers kibbutz, tu vois. Et voilà, donc, mais quand même, je crois que l'essentiel, c'est 1960, Mm. 1990. D'accord. C'est ça. Dernière question, parce que je dois partir. Question bassement intéressée. Est-ce qu'il est envisagé d'établir un catalogue de cette bibliothèque? On Eh t'attend. ben, Ah, oui, c'est la prochaine étape. oui, bah, attends, Mais tu je me rends imagines, bien compte du travail, mais ouais, tu imagines le travail, ah bah Michel. évidemment. On a une salle de classe euh, dans une Oui, école maternelle où il y avait avant un peu plus d'élèves que maintenant, comme tu l'imagines, dans d'accord. le village. Ouais, Et le maire, bon, qui m'a très gentiment prêté, et je lui ai dit, bah, où est-ce que je peux mettre ça à ton avis? Il me dit, bah, tiens, on a une salle de classe, mais elle est là. Mais on a presque peur que ça s'effondre parce que ça fait quand même, je sais plus, plus de 3 tonnes au total, tu vois. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très fragile, en fait. oui, oui. Alors, donc, il y a cette question-là il faudrait pouvoir les mettre au moins dans des rayonnages, des rayons, et il faudrait faire le catalogue. Mais t'imagines, nous, on n'a évidemment aucun financement. On a fait ça Évidemment. sur. Voilà, Cécile est venue. Bon, moi, j'habite le village, donc, mais j'ai pas non plus beaucoup de places d'hébergement, tu vois, mais bon, on peut se débrouiller après. Mais voilà, on Oui, est. je connais ce genre de problème par Tu cœur. vois un peu, quoi. Et pour L'idée, l'instant, c'était de sauver les documents, parce que vraiment, absolument. à 3 jours près, ils disparaissaient. Ça a été vraiment extrêmement rapide. Mais après, il y a un gros, gros travail, ne serait-ce que pour faire Oui, oui, oui. les. Oui, puis si je Et attends, peux, si je et peux ces documents, compléter, parce que, en fait, ce fonds de thèse et de mémoire, il va aller à Roanne. Donc, oui, Roanne va faire Oui, le catalogue. Je ne sais mais pas, peut-être ils vont ouais, aussi numériser. Le problème, ouais, enfin, c'est une question de délai. Quand oui, vont-ils pouvoir le faire? oui, oui. Donc Et pour voilà, donc être, c'est pour ça que voilà, c'est pas la première chose qu'on a faite. Je sais pas si vous avez vu les photos que j'avais mises. Une d'abord des de premières choses qu'on sauver. a faites, c'est mettre petit un post-it. post-it Oui, rose oui, sur chaque avec le nom du pays.
je comprends bien. Et on a pris tout en photo en se disant, tiens, un jour, Ouais. si on ne sait pas quoi faire pendant nos vacances, on va répertorier les titres, les noms. Et ce qui n'est pas toujours évident parce que les normes de présentation, il Bien y en a, il sûr. faut feuilleter pour savoir de quel pays ou quelle région ça concerne. Donc, bon, voilà. C'est un gros travail. Et Ouais, puis, il y a une chose qu'il faut préciser pour faire écho à ce que vient de dire Cécile, c'est que le jour où elles vont aller à Roanne, si ça se trouve, on ne pourra plus les voir pendant 5 ans. ouais, c'est ça. Et je dis 5 ans, à mon avis, c'est un minimum. Parce que ils vont déjà s'occuper du fond. Je crois je ne sais plus combien de livres on a emmené à Roanne. Je crois que c'est 6 000 ou 7 000, quelque chose comme ça, de Oui, la bibliothèque de Desroches. d'accord. Donc ça vient en surplus. Et ça, à mon avis, ce ne sera pas prioritaire. Donc, quelque part, je ne suis pas pressé qu'ils récupèrent les thèses parce que Moi, je ouais, mais crains qu'après, on ne puisse plus les voir. ouais. Et pour l'instant, ces documents ne sont toujours dans cette salle de classe. Mm. Oui, oui. Oui, oui, à Aubeterre-sur-Drône, 16 390. Oui. D'accord, C'est ça. Alors, d'accord. après, il y a quand même des ressources qui vont arriver plus vite. C'est la revue des ASCODE. Parce que ça, Oui, Rohan, ils l'ont récupéré. Oui, oui, Et en oui, fait, il y a beaucoup de choses dedans. Et oui. pour l'instant, la revue des ASCODE, on peut pas avoir, hein, la BNF, Gallica, tout ça. C'est c'est pas c'est pas disponible, hein. Non, Pourtant, non. c'est une mine d'or, hein. Voilà, on en a une collection, deux collections complètes. oui, Moi, j'en avais une du collège, du temps où j'étais au collège coopératif, j'avais hérité de celle de Maurice Magnificat. Et d'accord. puis, je pense peut-être qu'il y a quelques endroits où il y en a, mais je ne suis pas sûr. Par contre, ce qu'on sait, Oui, c'est que l'essentiel de ces travaux ont été répertoriés dans les ASCODE. Parce Mm. qu'Henri d'accord. Desroches en a fait, Ouais, bien sûr. peut-être pas tous, mais une grande partie. Oui, Il y a au moins oui. 3 lignes. Il a fait des numéros spéciaux. Bon, voilà. Hmm, On Et ça, connaît Henri Desroches, hein. la médiathèque de Roanne, ils ont la collection. Ils ont la collection aussi. Voilà. Oui. Mais qui n'est pas accessible aujourd'hui, si? Pas encore, Non. mais Ouais. ça va venir. Bon, mais ça, on peut se débrouiller parce qu'on en a. Moi, j'en ai une et peut-être avec. Parce il y a un fond dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui était en doublon Ah, dans la maison d'Henri Desroches et dont ne voulait pas la médiathèque de Roanne. et qu'est-ce que Donc, c'est par exemple, devenu? des exemplaires du projet coopératif ou Oui, oui, oui. ce Gilles d'Espérance, ce truc comme ça, on en a en quelques exemplaires. Et on a aussi les ASCODE. D'ailleurs, les ASCODE, ça faisait un assez gros volume de bah ce là, qu'on on a faisait une en double. palette, hein. Ouais, c'est en palette, hein, oui, Pardon. mais ce ne sont pas des collections complètes. Mais on a quand même, il y a des numéros qu'on a en 40, 30 ou 40 exemplaires. On a tout Oui, gardé pour l'instant. oui. Et ça, Mais ça, c'est Ardelaine, C'est? en Ardèche. C'est parce qu'on avait un autre problème enfin là, c'était avec le fond, enfin, c'est des questions matérielles, hein, tout simplement, quoi. Parce qu'il a fallu évidemment organiser tous ces déménagements aussi. Donc, à un moment donné, on ne savait pas quoi faire de ces, je ne sais pas combien il y en a à Ardelaine, mais ça doit être un millier aussi à peu près. Et donc là, on a trouvé à la SCOP Ardelaine, donc et à Saint-Pierreville en Ardèche, Bon. un local pour tout ce qui était en double dans la bibliothèque d'Henri Desroches. Et Bah, en là-dedans, fait, il y a pas de... c'est dans leur entrepôt où ils stockent de la laine, etc. Ils Ouais, nous ont fait une petite place. On a 2 palettes de carton. Que là Bravo, aussi, on a merci. répertorié et trié. Je Mais dois, Ouais. je me permets d'ajouter on attendait du mouvement coopératif français un petit peu plus de soutien qu'on en a eu Et alors, pour gérer cette période qui a été, quand même, ça nous a pris un temps, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, j'imagine. D'une part les thèses et puis ensuite le fond des roches, quoi. Et bon, voilà, on est déjà content que ce soit pas parti, mais après, il y a un gros travail. Bravo et merci. Merci en tout cas. bon, ça va, Michel. on a fait tout ça dans la convivialité, donc ça Ah va. oui, ça s'est bien passé, hein. On a passé des bons moments, hein, mais bon. Mais Oui, là, oui. s'il faut commencer si on veut continuer, je pense qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux. Effectivement, Madame de Mangel, je crois qu'il faudrait on serait intéressé, nous, je sais pas comment dire, à organiser ça et peut-être peut-être ça peut être intéressant de trouver un autre lieu que cette salle de classe, disons un lieu où on pourrait mettre des étagères et où on pourrait travailler, en attendant qu'elles aillent à Rouen.
Parce Mais que je pense qu'il peut se ça, dérouler ça sur une doit, année. ça doit partir quand, Rohan? Il n'y a pas de date fixée et je suis sûr qu'ils ne sont pas du Ah, tout pressés. Ouais, mais peut-être que Rohan pourrait trouver quand même des locaux annexes ou des locaux, non? Hein. Non. Là, Non. j'ai une élève qui est passée à la médiathèque de Rouen pour en parler un petit peu, enfin une ancienne élève, quoi, et ils ont confirmé que tout était, même ce qu'ils ont récupéré d'Henri Desroches, c'est dans des caves, des endroits, et il manque de place. Il manque de Dans place. l'ancien restaurant des Trois Gros, il y a de la place. Et la ville peut pas aider? Vous savez, quand ça s'est fait, on a vraiment remué. Oui, Vous le savez d'ailleurs. Ouais, je Et moi, sais. j'espérais vous savez, hein, j'avais Ah défendu ouais, notre je sais bien, je projet sais en bien. commun et Je sais bien. voilà. Non, non, je vous dis ça parce que très souvent, quand même, il y a dans les villes des lieux, y compris des lieux intermédiaires. Mm. Bon, Ah oui. collectivités ne savent pas très bien quoi en faire. Les travaux ont lieu un peu après. Enfin bon, qui peut Oui, mais ouais. être oui, je utilisé comprends. comme lieu de Oui, mais stockage. ils vont dire qui va s'en occuper, puis qui va être Dame, présent. Il faut du dame. personnel. Mm, C'est mm, mhm. Puis il faut mon aussi que sentiment ce est qu'on soit, c'est du papier, il faut aussi que ce soit stocké dans des ouais, endroits. oui, C'est vrai, mais enfin, je parlais de solutions intermédiaires, pas de oui, oui, oui. définitives. Oui, hein. Ben là, si vous voulez, en termes de déménagement, on aimerait mieux, et de manutention, on aimerait mieux trouver quelque chose d'un peu pas trop intermédiaire parce que, vous voyez, entre la Bretagne, Paris, l'Ardèche, la Charente, on veut travailler dessus, ça commence à faire du voyage. Mhm, oui. mhm. Bon. Est-ce qu'il y a des remarques Oui, sur les Oui, problématiques de fond, là? Oui, je vous moi je je vais veux bien. écouter. oui, Je veux bien. oui. Sur l'intervention de Jean-François, bon, qui nous rappelle les grands principes de Rochdale, toute l'histoire, je crois ce qui serait intéressant, bon, alors est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça avec toutes ces thèses où il faut s'y prendre autrement, j'en sais rien, c'est de bien refaire une analyse historique. On voit bien qu'au lendemain enfin avant les indépendances d'abord, hein, il y a eu l'époque coloniale où on a utilisé un certain nombre de statuts coopératifs et on voit concrètement dans des situations, une à laquelle je pense particulièrement, c'est l'Office du Niger, par exemple au Mali. On voit bien la façon dont on a utilisé les vieux textes historiques sur les coopératives, c'est absolument passionnant. Puis après, il y a des administrateurs coloniaux qui se sont dit ça va pas très bien, qui ont imaginé d'autres choses. Donc, sur un certain nombre de cas comme ça, ce serait intéressant de voir les évolutions qui se sont faites. D'autant plus que je crois ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir une analyse sur certaines filières de production spécifiques. Tout ce qui s'est passé autour du coton, autour Hmm. du cacao, où on a des situations très différenciées d'utilisation des vieux statuts juridiques ou d'imagination d'autres choses. Et dans le coton particulièrement, bon, de gros efforts ont été faits par les développeurs pour promouvoir des formes d'organisation bon, des paysans qui étaient plus forcément des coopératives, qui étaient quelque chose d'autre. Donc tout ça, ça a bousculé le schéma coopératif classique. Ce serait intéressant de le mettre à jour. Et en ce qui concerne la présentation qui a été faite sur bon, les programmes de développement avec les femmes, là, par Cécile, bon, beaucoup de choses ont été analysées. Il y a même eu pas mal de publications, je crois, par rapport à tout ça. Et je trouve qu'il faudrait peut-être reprendre plus finement l'objet de la recherche, à savoir quelles sont les formes d'organisation que les femmes se sont données ou qu'elles ont été en fait obligées de prendre avec tous ces programmes d'OIT, UNICEF et compagnie, groupement de femmes, ça a toujours été très à la mode. Donc, quels sont les différents types de groupements auxquels les femmes ont été assujetties? Combien de fois, je me souviens, de groupes, pas forcément des femmes, aussi des hommes,
nous disant, dans le fond, voilà, on a le papier, tout le monde a signé, voilà, pour nous montrer que le formalisme pseudo-juridique des coopératives ou du reste était respecté. Donc, à partir de ce moment-là, les sous pouvaient arriver schématiquement. Donc, c'est toutes ces formes d'organisation, de groupement, pas les groupements, qu'ils soient Mhm. villageois, spécifiques, etc. Donc, on est bien au-delà des formes de coopératives classiques. Mhm. Voilà, et je m'excuse, je dois vous laisser. Merci beaucoup. Merci Étienne. À Merci bientôt. Étienne. Merci. Patricia, non? Moi, je veux bien réagir par rapport à ce que vient de dire Oui. Étienne. Ah, En je fait, vous Je dois voulais juste te dire que François aussi voulait parler depuis un moment. Ah, pardon. Ah, voilà. Ah, pardon, pardon. Non, non, mais Alors, vas-y, Cécile Cécile. répond et puis je passe la parole à François après. Allez-y, Cécile. Ben, en fait, je suis d'accord avec ce que vient de dire Étienne, mais en fait, les formes d'organisation, elles s'appuient beaucoup sur que ce soit au niveau traditionnel ou au niveau moderne, on va dire, elles s'appuient beaucoup sur des espaces de discussion. Mm. Et des espaces de discussion qui existent au niveau traditionnel, par exemple avec des espaces de discussion, alors au niveau villageois, de la famille élargie, où en fait les hommes et les femmes participent, mais alors, les femmes peuvent venir, mais elles ne peuvent pas parler, mais elles ont le droit de venir. Mais aussi des espaces de discussion dans des lieux un peu sacrés, où il n'y a que les femmes et les hommes ne peuvent pas venir. Donc il y a des espaces de discussion qui existent et qui se transforment, notamment les monitrices à mobilette. À un moment, il y en a une qui dit ben, on m'a reproché de faire qu'une seule chose, c'est de venir, d'organiser des réunions et de repartir en mobilette. Voilà, je voyage en mobilette, j'organise des réunions sous-entendu un peu qui servent à rien et voilà. Donc voilà, c'est vrai que j'approfondirais bien cette question des espaces d'échange et de discussion. Mhm. Avec la palabre, les lieux où les femmes qui est réservé aux discussions entre femmes, c'est la palabre. Bon, Mhm. ça nous est ça nous échappe, hein, je pense, en quoi ça consiste vraiment, quoi. Mhm. François? Merci, Dominique. Alors, bon, bah, j'ai noté un certain nombre de choses à la fois sur le projet, quoi, hein, globalement, et un peu les interactions ou synergies. Et puis aussi deux, trois remarques sur les exposés que j'ai trouvé vraiment bien intéressants. Un grand merci à tous les deux. Merci. Donc, sur le projet, c'était pour évoquer, donc, je crois que un certain nombre d'entre vous savent que l'IRAM, dans son projet associatif, essaye de pousser un travail sur histoire et mémoire, hein. C'est Mhm. un chantier associatif un peu au long cours qui avance comme il peut et qui part des archives aussi de l'IRAM, enfin, ceux qu'on a dans un box. Donc, problème de conservation que vous évoquez, on est complètement Mm. confronté à Bien ça d'accord. et Mm. les documents se dégradent très vite, donc on est très très inquiet pour la Mhm. suite. Mais alors, déjà dans ce fond, il y a effectivement, comme les collègues de l'IRAM, Étienne sait ça bien mieux que moi, mais depuis Roland jusqu'à Dominique, Étienne et d'autres ont été associés. Et puis, il y a aussi les femmes, Mhm. Annette, Mhm. Marie-Jo Doucet qui vient de décéder tout Ah merde. récemment. Enfin, voilà, donc tous ces collègues, anciens collègues, ont été beaucoup associés à des encadrements de tous les Mhm. travaux que vous Mhm. évoquez, enfin d'un certain Oui, nombre en oui, tout cas. oui, Donc on oui. en a beaucoup aussi, nous, dans nos archives. Mhm. On est en train de faire l'inventaire petit à petit. Quand on grappille 1 ou 2 heures en fin de journée pour aller descendre au box et renseigner un peu les titres et tout. Mais peut-être que avant l'échéance Roanne, je sais pas, donc j'ai vu que vous avez pris des photos des couvertures. Je sais pas si vous ferez un drive avec, enfin, où on peut. Mais à un moment, il pourrait être intéressant d'échanger Bien Mm, sûr.
cet inventaire et peut-être, nous, on serait ravis de sortir des archives de l'IRAM ces mémoires pour qu'ils rejoignent le fonds qui Mhm. sera créé dans l'avenir à Mhm. Roanne. Enfin, Mhm. voilà, en tout cas, même, mais pour les travaux actuels, ça peut être aussi quelque chose qui peut Mhm. l'aider à identifier aussi. Enfin, je ne sais pas si tout y est, quoi. C'est ça le. Oui. Je réagissais par rapport à ça aussi parce que en fait, quand Cécile présentait là, les 30, enfin, les 15 travaux Mm. qu'elle a commencé à regarder, c'est vrai que nous, on a, pour nous, le document fondateur sur les questions féminines, c'est ce qu'on appelle le petit livre rouge de l'animation féminine à l'IRAM. Mais en fait, c'est la base d'un des documents, d'un des mémoires de l'école pratique des hautes études que Annette Corrèze et Marie-Jo Doucet, et je crois qu'il y avait d'autres personnes, Étienne, hein, je ne sais plus bien, peut-être personne qui est devenue après. Tout le travail, oui, mais c'est elles deux qui avaient déposé ça. Voilà. Bon, donc pour nous, c'est un peu le document fondateur. Après, effectivement, ça se diversifie petit à petit. L'UNESCO, l'UNICEF rentrent dans d'autres dynamiques, sur d'autres contextes et enrichissent un peu toutes ces expériences. Mais voilà, il y a certainement après un peu une reconstitution généalogique quelque part à faire Mhm. par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'intérêt de partager un peu ces archives et vous dire que dans ces groupes Histoire et Mémoire, donc il y a dit, on s'est un peu divisé les tâches par thématique et sur vos deux thèmes, il y a des il y a des sous-groupes de travail. Donc il y a des collègues qui travaillent, Étienne en est, sur les questions d'organisation paysanne, alors coopérative et autres, hein, c'est plus large, mais en tout cas, il y a la question des coopératives dedans. Et puis, il y a un groupe avec Agnès Lambert qui est, maintenant est retraitée et donc a plus de temps, entre guillemets, qui travaille aussi la question alors, ouais, c'est plutôt l'entrée genre hein, qui est mis en avant pour un peu le fil rouge, mais ça part exactement des éléments que Cécile restituait là, sur l'animation féminine et autres. Et on essaie d'avoir des entretiens filmés, de recontacter des collègues en complément pour les mémoires, quoi, hein, pour essayer de compléter ces documents écrits par rapport à l'informel qu'évoquait Étienne. Je pense que c'est important d'enrichir aussi. Voilà, en tout cas, il y a tout ce matériau et au fur et à mesure qu'avancent vos travaux, peut-être ces liens pourront aussi Mm. compléter, enrichir et tout. Intéressant. Alors, moi, Jean-François pose à juste titre la question de c'est quoi quels moyens on peut avoir pour ça. Donc, le mouvement coopératif ne nous aide pas beaucoup et on sait pourquoi. C'est Enfin, on terrible. sait pourquoi on a quelques hypothèses. Moi, je vous fais une suggestion. Dans les fondateurs de l'IRAM, il y a quelqu'un qui est d'ailleurs la personne qui a la première écrite sur l'animation féminine, mais c'était au Maroc. C'est Oriane de Chaponnet, hein, qui a été après une grande militante altermondialiste Oui. au CCFD, au CEDAL et dans d'autres organisations, au Forum social mondial, etc. Et Oriane, bon, qui avait une histoire familiale un peu particulière, a créé une fondation. Et cette fondation appuie des projets. D'accord. Alors, il y a une dimension très. Donc, cette fondation, elle est hébergée à la Fondation de France et elle s'appelle Beija Flor. Hein, ça veut Elle dire s'appelle comment? colibri. Comment? Beija, Beija, Flor, Flor. C'est le nom du colibri en espagnol. Fondation Colibri, Mm. mais Oui. elle est enregistrée sous le nom espagnol. Voilà. Bon, D'accord. je vais pas me mettre en conflit d'intérêt, mais moi je suis au conseil de cette fondation, donc ça aide aussi un peu à créer les liens. Et en gros, sur des projets un peu innovants qui s'appuient un peu sur ces expériences Oui. mais qui ont aussi une traduction actuelle, quoi, hein, de Oui. restitution, d'animation, de présentation. Eh ben, on peut mobiliser des financements, hein, très clairement, sur 3 ans, c'est 15 000 euros. D'accord. Et voilà. Et ça peut permettre peut-être de mobiliser un stagiaire, par exemple, pour faire le Oui, oui. travail que vous Mm. n'avez Oui, pas le bien temps de sûr. faire. Bah Voilà. Et oui. donc, on peut poursuivre et essayer de proposer dans les Mm. prochaines sessions de la Fondation quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous, derrière, vous avez un statut associatif ou une Oui, organisation qui oui. porte le projet, mais On a bah une oui, il y a asso. Ouais, oui, ouais. tout à fait. Voilà.
Donc, je lance cette piste-là mais Très vraiment, bien. je pense que ça vaut la peine parce que c'est exactement dans l'esprit et cette fondation, elle vise aussi à faire vivre l'héritage de Henriane dans toutes les D'accord. expériences d'éducation populaire, d'animation participative et tout ça. Donc, on est en plein dedans, quoi, hein. Très bien. Donc, vraiment, je trouve que ça serait très chouette, quoi. Bah, Merci, François. ouais, merci. C'est une proposition très intéressante. D'autant plus que par rapport à la médiathèque de Roanne, on aime, enfin, il y a une sorte de contrat, entre guillemets, où pour faire Mm. vivre en fait la bibliothèque d'Henri Desroches, c'est Mm. un peu engagé à faire. On n'a pas de données de périodicité, mais on Ouais. Je crois qu'on a on dit peut, une fois tous les 2 ans. voilà, une fois tous les 2 ans, de Minimum une faire fois tous une les 2 ans de faire une journée, rencontre. Eh Faire ben, voilà, de une faire une rencontre à rencontre. Roanne, voilà, une fois tous les 2 ans autour d'Henri Desroches. Je crois que c'est ça, Cécile, qu'on Mm. avait dit. Oui, c'est ça. le projet est tout trouvé. Et en plus, Ah oui, Desroches, comme Jean-François sait, il y a eu plein de liens avec l'IRAM et donc avec bah oui, l'histoire bien sûr. d'Henriane. Et donc, c'est tout Ah à oui, fait. Voilà, on ah peut oui, faire oui. quelque chose Mm. Ah oui, puis avec Roland en particulier, sur moi, ce je suis fil-là. Oui, très oui, oui, proche tout à aussi de fait. Roland, quoi. Ouais. Mm. Voilà, donc ça, c'était un peu les idées sur Merci. le projet et sa suite. Après, sur les éléments de fond, moi, il y a, en plus de ce qu'évoquait Étienne, alors moi, je trouve ça super de rentrer par les principes de Rochdale, parce que d'abord, ils sont loin, ils sont fondateurs, comme tu le rappelais, et puis, bon, quelque part, ça implique ou ça incite à prendre du recul pour voir comment ont évolué les mouvements et quel sens ça a dans le contexte que tu rappelais. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Euh, Moi, j'avais en tête, tu sais, on a les mêmes références aussi, la question de peut-être prendre en compte, on en avait discuté avec Michel, la colonisation anglaise et la colonisation française et Oui. devenir des Mm. mouvements Mm. coopératifs Mm. dans Ouais. les deux aires, je pense, Mm. Mhm. post-coloniales. Mm. Euh, Tu sais, moi je fais référence au débat avec nos amis belges là, qui Ouais. traitent, comment il s'appelle, Oui, de attends. Louvain. Oui, 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 qui a sorti là, et bien, oui, oui. Ah, bah alors, Voilà. j'ai travaillé dessus, oui, oui. Ben, on a D'accord. plutôt l'impression qu'il y a quand même des tendances divergentes Oui, assez oui, fortes et oui, oui. que dans ce que restitue par rapport à une approche plus globale, le ressort, à mon avis, pas beaucoup, quoi. Ouais, 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 Ça, ouais, c'est vrai. c'est quelque Ouais, chose ouais. que je relevais. Et voilà, donc sur les femmes, donc effectivement, on a un peu nous tout en tête derrière ce que Cécile présentait, donc cette entrée autour de l'animation féminine du Passe. bilan. Je ne sais pas si ça recoupe le bilan de 64 que vous évoquez, enfin, c'était plus sur les coopératives pour des roches, mais en tout cas, il y avait eu vraiment des tentatives après les premières expériences un peu fondatrices, et le Niger, pour nous, était une base très importante. Voilà, un peu une volonté de prendre du recul, de voir comment, à la fois, l'animation féminine, c'est un volet qui complète, mais qui a toute son autonomie dans la dynamique par rapport à ce qui se faisait au niveau des coopératives ou au niveau. Et moi, ce que j'ai quand même en tête, hein, pour le peu qu'on a pu pour l'instant creuser sur le Niger, c'est que les, les espaces, alors tu parlais d'ethnie, je ne sais pas trop comment les qualifier, mais en tout cas dans les organisations sociales dans lesquelles s'inscrivent ces processus, la place des femmes est très différente. Mhm. Du coup, la construction des processus est aussi très, très différente. Enfin, nous, très clairement, l'animation féminine en pays Haoussa, c'est quelque chose de très spécifique par rapport à ce qui s'est fait dans les zones nomades avec les Mhm. Tamashek ou Mm. dans d'autres zones du Niger avec d'autres formes d'organisation sociale dans Mhm. laquelle la place des femmes, leur espace d'expression, leur relation aux hommes, leur relation au marché est très différente. Voilà, ça va être Mm. l'enjeu de recontextualiser ça dans les cadres sociaux Mm. et quoi, hein, puis la diversité.
Mhm. Ouais, mais là, j'avais envie de vous présenter quelque chose d'un peu abouti. Donc, en fait, là, je suis partie sur la comparaison entre ce que j'ai trouvé de la description des espaces d'association et de coopération au niveau traditionnel et ce que la modernité, le programme de développement apporte. Et, mais c'est vrai que je me rends bien compte, c'est ce que je disais quand j'ai parlé de Denise Paume qui parle de la femme africaine, mais c'est pas, pas possible d'envisager les choses comme ça, quoi. Mm. Je suis bien d'accord. Mm. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à présent, c'est le travail éventuel ou pas réalisé par des chercheurs, par des enseignants des pays concernés. Mm. Oui. Donc ça, c'est quand même, à mon sens, un sujet important parce que là, on est quand même beaucoup sur une parole. J'avais envie de dire blanche sur Non, des non. pays du Sud. Non. Donc, le fait que des mémoires aient été écrits par d'autres personnes originaires de ces pays du Sud dans un cadre français, bon, voilà. Donc, je pense que l'idée ou la participation ou la parole ou le travail d'un certain nombre de chercheurs serait intéressant sur Oui. ces problématiques. Mais bon, on est peut-être là encore pour l'instant sur quelque chose d'assez lacunaire. Ou est-ce que vous avez vous-même des contacts ou des correspondance, ou est-ce qu'un certain nombre des Bah, auteurs, par exemple, de ces mémoires, lorsqu'ils sont originaires mm, de ces pays, ont continué à travailler? Est-ce qu'ils sont repartis dans leur pays d'origine? Enfin, bon, voilà, c'est une mm, interrogation quand même, mm. me semble-t-il, hein, pour aborder Oui, Mm. oui, oui, tout à fait. Oui, genre. oui, c'est une très, très bonne. Mm. C'est vraiment une problématique fondamentale, quoi. Et c'est vrai que c'était celle qu'avait soulevée Henri Desroches, en fait, en fondant l'Université coopérative internationale, puisqu'il s'agissait d'éviter que les élites africaines, entre guillemets, viennent à Paris ou ailleurs, et Ah, que ce soit plutôt les profs qui se déplacent. Et en fait, c'est vrai que je pense que la majorité des thèses qu'on a, ce sont des thèses qui ont été rédigées par des Africains. En tout cas pour l'Afrique ou Mm. en tout oui, cas, oui, oui, mais ça leur pour des donne nationaux. Pour des nationaux. une valeur Puis il y de en a qui sont très compétence. connus, Bernard Ouédraogo, bon, ou d'autres, bon, ils ont fait des travaux qui ont été remarquables, qui ont été repris après, etc., quoi. Et il y a encore un réseau, en quelque sorte. C'est presque plus les Québécois, en fait, qui travaillent je crois, les chercheurs, en tout cas au Sénégal, par exemple, mais pas uniquement. Mais en fait, on a quelques contacts quand même avec lesquels on peut poursuivre ça actuellement, quoi. Moi, j'en connais quelques-uns, mais c'est pas difficile de reprendre le contact avec. Je sais pas si peut-être c'est la génération suivante, mais après, il y a des pays où il y a eu des ruptures. Si je pense au Maroc, par exemple, c'est plus du tout. Moi, j'avais travaillé à un moment donné parce que comme j'avais accompagné un petit peu Henri Desroches au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Sénégal et ensuite au Maroc, et il y avait effectivement ces recherches dans l'esprit, on va dire, d'une recherche-action, dans l'esprit de l'IRAM, je crois, d'une certaine Mm. façon, enfin, de ce qui nous réunissait un peu autour de l'animation coopérative. Mais quand on voit dans certains pays où la recherche s'est énormément développée, c'est ouverte à d'autres courants, comme c'est le cas quand on voit les textes des économistes marocains, on voit qu'on est parti dans complètement autre chose, quoi. Y compris dans la. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que cette question telle que nous on la pose, c'est-à-dire le rapport entre les communs, la tradition et la modernité, ça existe encore, hein, y compris au Maroc, quoi, mais elle est plus dominante du tout, il me semble, hein. Donc je ne Hmm. sais pas, il faudrait voir pays par pays. Oui, c'est Euh, ça, c'est ça. alors après, Au pardon. revoir. Hmm. Il est parti. Moi, je peux peut-être apporter des éléments aussi si j'ai bien compris votre question.
Parce qu'en fait, dans le cadre des collèges coopératifs et de l'université coopérative internationale, il y a aussi, notamment sur la pédagogie, il y a l'idée un peu de la pédagogie desrochienne, c'est-à-dire, qui passe par, les récits de vie et l'autobiographie raisonnée. Et moi, du coup, ils ont tous, elles ont toutes appris ça, les femmes dont certaines sont africaines, hein. Mm. Mais elles ont toutes appris ça. Donc, en fait, il y a énormément de, de témoignages, de récits de vie, de paroles, en fait, de femmes africaines dans les mémoires. C'est la base, en fait, Il y a très peu, par exemple, d'informations statistiques. Oui. Oui. Voilà, très peu d'informations chiffrées, statistiques. Mais par contre, il y a énormément, c'est ça, de paroles, de récits de vie, Négatif. de témoignages. Mm. Ok, Juste oui. pour rebondir sur pardon Dominique, sur le terme de rupture là que Jean-François a évoqué, il y a des périodes de rupture et Oui, puis oui. salut À voir, Patricia. Patricia. Euh, et aussi comment dire, le contraire, quoi. Ça se renoue. Je pense à ça, par exemple, pour le cas du Sénégal. Donc, je ne sais pas si tu as eu des échos par Roland, mais il y a une fondation Mamadou Dia qui vient de se créer. Oui, oui, j'ai vu. Et cette fondation, elle a une ambition donc, de revisiter à partir des textes des politiques de Mamadou Dia, de revisiter les choses. Et il y a une demande du nouveau gouvernement, en l'occurrence. Enfin, voilà. Ah oui, Donc il y a quelque part, oui, c'est vrai. voilà. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se positionner un peu voilà, dans cette dynamique et de Ouais. dire Oui, il y a oui. des choses, sans doute, elles seront transmises avec des nouvelles grilles de lecture. Hein, Oui, oui. Bien sûr. Non, mais je suis. En plus, merci. C'est vrai que j'avais oublié ça. Tout en disant ce que je disais sur le Maroc, il se trouve que bon, je suis en contact avec des étudiants marocains, des doctorants marocains qui sont à Mulhouse et en fait qui eux renouent également, c'est-à-dire sont dans la recherche des communs, des solidarités traditionnelles, comme on en avait publié là sous la coordination de Patricia là dans le Ouais. numéro de l'AECMA, quoi, et qui s'intéressent à nouveau à ces questions qui n'ont pas tant été étudiées que ça. Et donc là, je vois au Maroc aussi, il y a un courant de recherche, je ne sais pas si c'est un courant, mais en tout cas, il y a Oui. des jeunes chercheurs qui se replongent sur comment travailler les solidarités traditionnelles. Ok, ok. Je vous propose peut-être d'en rester là pour ce soir parce qu'on sera bientôt faute de combattants. Euh, voilà. Donc, un grand merci en tout cas à tous les deux pour votre intervention qui était très, très riche. Et puis, je pense qu'à d'une manière un peu à définir, on aura l'occasion peut-être de se reparler sur les différents projets, à la fois sur la réflexion qu'on essaye de structurer peut-être pour l'année prochaine. Alors, sur des problématiques, parce que le sujet est tellement large que je ne sais pas quelle est la problématique ou les problématiques qu'on va retenir. Je pense qu'il faudra en tout cas faire une sélection et réfléchir aussi à la méthodologie dans laquelle on s'engage. C'est pour ça que j'abordais ce problème justement des liens avec les différents pays ou avec des chercheurs de différents pays, parce que je pense que c'est un des éléments fondamentaux de la méthodologie sur laquelle il faudra réfléchir si on s'engage là-dessus, hein. Donc, j'avais envie de dire à très vite alors, et en tout cas, bientôt pour ces éléments de réflexion, hein. Merci au Merci CEDIAS, en tout beaucoup. cas. Merci. Mais moi, je voulais vous remercier pour l'organisation du séminaire parce que j'ai suivi toutes les séances et vraiment, c'est intéressant.
Merci Merci. beaucoup, hein. Merci. Ouais, vraiment. Je vous précise que, alors c'est pas encore tout à fait le cas, mais toutes les sessions du séminaire étant enregistrées, elles sont toutes sur notre chaîne YouTube et on va pouvoir les retrouver sur le portail, le nouveau portail numérique qu'on va ouvrir dans les prochaines semaines sur la bibliothèque de l'ESS. Voilà. C'est À bien. très vite. Merci beaucoup. Bonne Merci. Bonne soirée. soirée, Au merci revoir. bien. Au revoir. À bientôt. À bientôt, François. Oui, au revoir. Avec Ouais, on plaisir reste de se en retrouver. contact. Voilà.